Bonjour et bienvenue. Profitez du contenu. Abonnez-vous et activez les notifications. Claire avait toujours pensé savoir comment gérer le passé. Elle était certaine que ses vieux sentiments étaient enfouis quelque part dans sa mémoire, là où ils ne pourraient plus la blesser. Son mariage avec Michel était calme, sûr, un havre de paix où elle pouvait se reposer, rire, partager des projets et compter les minutes jusqu'à la fin de la journée de travail, juste pour rentrer et être avec lui. Les premières années furent exactement comme elle l'avait espéré, des voyages simples, des dîners faits maison, des cadeaux offerts sans occasion particulière, des conversations qui duraient des heures. Elle était fière d'avoir choisi quelqu'un qui lui apportait la paix, et lui, en retour, ne lui avait jamais rien demandé d'autre que l'honnêteté et la compagnie. Mais le cœur de Claire portait des fissures qu'elle refusait de voir. Au plus profond d'elle-même, caché sous des couches de stabilité et de routine, vivait un souvenir vivace. Un nom, Julien. Un fragment de son adolescence qui, bien qu'il soit devenu une ombre, habitait encore silencieusement ses émotions. Il avait été le premier à lui donner l'impression que le monde pouvait tourner autour de seulement deux personnes. Il fut aussi le premier à la faire pleurer pendant des jours, à disparaître sans prévenir et à implorer son pardon quand il était déjà trop tard. Claire savait qu'il avait touché à la drogue, qu'il s'était enfoncé dans de mauvais choix. Ce temps n'avait pas fait de lui un homme meilleur. Et pourtant, quand elle vit cette notification sur son téléphone, « Julien Martin, j'ai pensé à toi aujourd'hui », quelque chose vibra en elle. Elle hésita pendant des heures. Elle regarda le message, le supprima, puis retourna dans la corbeille pour le restaurer. Elle passa toute la journée à essayer des réponses possibles et, à la fin, envoya seulement « J'espère que tu vas bien ». C'était inoffensif. Du moins, c'est ce qu'elle voulait croire. Et quand il répondit avec une vague histoire de guérison, de lutte et de nostalgie du bon vieux temps, Claire pensa qu'elle pouvait simplement être gentille. Une conversation entre deux personnes qui avaient autrefois compté l'une pour l'autre. Mais la frontière entre le souvenir et la tentation est trop mince pour quelqu'un qui passe sa vie à nier ses propres impulsions. Les messages devinrent fréquents. Au début, elle évitait d'écrire quand Michel était là. Elle attendait qu'il aille faire les courses ou qu'il entre dans la douche pour taper des réponses rapides. Son téléphone, autrefois laissé nonchalamment dans la maison, restait maintenant collé à elle. Julien disait qu'il avait besoin de quelqu'un qui croyait en lui, qu'il était sobre depuis quelques mois, qu'il menait cette bataille seul. Et Claire, excitée par l'idée de participer au salut de quelqu'un, ignora les signes que c'était une dépendance affective déguisée en nostalgie. Michel remarqua les premiers signes en silence. Il avait toujours été observateur. Il remarqua les rires discrets pendant qu'elle fixait son téléphone, les retards pour le dîner, les week-ends où elle inventait des excuses pour sortir seule. Il ne fouina pas, ne força pas les conversations, mais il lui fit comprendre avec des mots simples que sa présence réelle lui manquait, pas seulement physique, mais de tout son cœur. Elle promit de mieux s'organiser, dit que c'était juste le stress du travail, mais garda la fenêtre ouverte sur un passé qui n'était jamais vraiment mort. Le mariage devint une liste d'engagements ignorés, de voyages reportés, de séries télévisées laissées en pause, d'anniversaires oubliés. Michel devint un personnage secondaire dans la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Et Julien, même de loin, occupait de plus en plus de place. Quand Claire reçut un appel de lui à 3 heures du matin, disant qu'il avait eu une crise et avait pensé à reconsommer, elle se leva et alla parler dans la voiture. Michel se réveilla et attendit. Il ne demanda rien quand elle revint. Il la regarda simplement dans les yeux pendant quelques secondes et se détourna. Ce regard fit plus de mal que n'importe quelle dispute. Mais au lieu de faire face à ses actes, Claire s'enfonça encore plus dans la justification qu'elle aidait quelqu'un. Et quand Michel mit finalement tout sur la table et dit calmement que cela dépassait les limites, qu'il n'était pas à l'aise avec la présence de Julien dans leur vie, elle réagit froidement. Elle dit que ce n'était que de l'amitié, qu'il réagissait de manière excessive, que Julien faisait partie de son histoire qui n'arrêterait jamais d'exister, comme si leur mariage avait de la place pour ce genre de duplicité émotionnelle. Les mots sortirent de sa bouche comme s'ils étaient une évidence, « Julien fera toujours partie de ma vie ». Michel baissa simplement les yeux et prit une profonde inspiration. Ce fut une blessure profonde. Il ne supplia pas, n'éleva pas la voix, ne fit pas de discours. Il s'éloigna simplement en silence. Claire interpréta cela comme de la faiblesse, comme s'il était simplement jaloux, comme si tout n'était qu'une insécurité exagérée. Elle continua de prétendre que tout était sous contrôle, qu'il était possible d'équilibrer un mariage et une connexion émotionnelle avec un homme instable. Julien, de son côté,
savait comment manipuler chaque sentiment. Il créait des crises émotionnelles exactement les jours où Claire avait des projets avec son mari. Il appelait juste avant un dîner romantique, disait qu'il avait besoin de se confier quand elle était au milieu d'une fête. Il utilisait des phrases comme « Je ne peux pas continuer sans toi », laissant Claire avec un poids absurde de culpabilité si elle ne répondait pas. Elle pensait qu'on avait besoin d'elle. En réalité, elle se faisait vider de son énergie. Et le mariage, autrefois son havre de paix, se transforma en un espace froid où chacun dormait dans son propre monde. Lentement, même les amis remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Michel cessa de venir aux soirées de couple. Il restait poli mais évitait les longues conversations. Claire, même entourée de gens, semblait vivre sur une autre fréquence. Elle ne prêtait jamais vraiment attention à quoi que ce soit. Elle attendait toujours que son téléphone vibre. Et quand il le faisait, elle souriait. Même si de l'autre côté, il n'y avait que le chaos déguisé en besoin. Cette phase de sa vie fut marquée par un aveuglement sélectif. Tous les avertissements étaient juste sous ses yeux. Sa sœur essaya de lui parler. Une collègue mentionna qu'elle semblait distante. Son patron la convoqua pour discuter de sa productivité. Rien ne fonctionna. Claire croyait qu'elle pouvait tout contrôler, l'ex, le mari, son propre cœur. Et dans ce désir d'être la sauveuse d'une âme perdue, elle continuait de repousser l'homme qu'elle avait un jour juré d'accompagner pour toujours. La perte était encore invisible. Mais elle se produisait déjà, morceau par morceau. Elle ne pouvait simplement pas la voir. Pas encore. Michel ne supportait plus de vivre comme un personnage secondaire dans la vie qu'il avait aidé à construire. Il avait déjà essayé de parler, poser des questions, attendu des réponses honnêtes, donné de l'espace. Mais chaque tentative de reconstruction était interrompue par une notification sur le téléphone de Claire, un message vocal de Julien, une nouvelle excuse. Il ne s'agissait plus d'inconfort ou de jalousie. Il s'agissait de respect, et cela n'existait plus entre eux. Ce lundi matin-là, après une autre nuit où Claire avait passé des heures enfermée dans la voiture à parler à un ami, Michel fit ce qu'il évitait depuis des semaines. Il s'assit en face d'elle et dit fermement, « Soit tu choisis ce type, soit tu choisis notre mariage. Soit tu coupes les ponts pour de bon, soit je fais mes valises aujourd'hui. » Claire ne répondit pas tout de suite. Tout son corps se glaça. Michel ne criait pas, n'était pas en colère. Il était décidé. C'était encore pire. Elle tenta d'argumenter que Julien traversait un moment fragile, qu'il avait besoin d'aide, qu'elle était la seule personne en qui il avait confiance. Elle dit qu'il ne s'agissait pas d'amour, qu'il n'y avait pas de sentiment en jeu, juste de la responsabilité. Michel ne fut pas ému. Il contre-attaqua avec une simple question, « Et moi ? Ne ressens-tu aucune responsabilité pour ce que tu me fais ?» Le silence de Claire fit plus de mal que n'importe quelle justification. Elle n'avait aucun moyen d'expliquer, car la vérité était trop cruelle à dire à voix haute. Il se leva, alla dans la chambre et commença à faire ses valises. Claire le suivit, essayant de le convaincre de reconsidérer sa décision. Elle dit que ce n'était qu'une phase, que les choses reviendraient à la normale, qu'il devait juste lui faire confiance un peu plus longtemps. Michel la regarda et répondit, « Je t'ai fait confiance, Claire. J'ai compté sur toi. J'ai tout enduré en silence. J'ai attendu que tu réalises. Mais tu as choisi quelqu'un qui vit dans les ruines au lieu de la personne qui a construit un foyer avec toi. » Il ferma la valise, prit son alliance, la laissa sur la table de chevet et quitta la maison qu'il avait aidé à meubler. Elle resta figée dans le couloir, le souffle coupé, comme si une partie de la réalité avait été arrachée. Les jours suivants, Claire essaya de se convaincre qu'il reviendrait, que ce n'était qu'une réaction impulsive, que Michel avait toujours été calme, qu'il avait juste besoin d'espace. Mais il était plus absent que jamais. Il coupa le contact, quitta les groupes de discussion de la famille, n'appela même pas pour demander comment elle allait. Le vide dans la maison était pesant, et pourtant, elle continuait d'envoyer des messages à Julien. Elle essaya de ralentir les choses, d'établir des limites, mais elle était toujours là, répondant, écoutant, réconfortant. Elle se disait qu'elle ne pouvait pas l'abandonner maintenant, pas au moment où il avait le plus besoin d'elle. À chaque message, elle goûtait à l'amertume de savoir que le choix avait déjà été fait. Lorraine, sa sœur, débarqua sans prévenir un après-midi et trouva Claire affalée sur le canapé, ne prenant même pas la peine de se coiffer. Elles s'assirent en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Lorraine lui demande si elle regrettait.
Claire secoua la tête et dit que ce n'était pas du regret. C'était un mélange de culpabilité, d'orgueil blessé et de confusion. Je pensais que j'étais une bonne personne. Maintenant, je me regarde dans le miroir et je ne sais plus qui je suis, avoua-t-elle. Lorraine prit une profonde inspiration et dit ce que personne d'autre n'avait osé, tu as confondu le devoir avec l'attachement, et tu as confondu la loyauté avec l'obsession. Claire tenta de se défendre en disant, Julien avait besoin d'aide. Lorraine fut directe, et qui va t'aider maintenant? La solitude devint sa compagne de tous les instants. Le téléphone qui vibrait autrefois avec les messages de Michel n'apportait plus que des notifications bancaires et des rappels de calendrier. La chambre semblait plus grande, les journées plus longues, les dîners plus silencieux. Claire commença à regretter les petites choses. La façon dont Michel laissait le café prêt avant de partir. Comment il se souvenait des dates importantes. Comment il souriait quand elle racontait les mêmes histoires encore et encore. Des souvenirs qui semblaient autrefois des détails pesaient maintenant comme des pertes irréparables. Mais elle croyait encore que si elle laissait le temps passer, si Julien allait mieux, peut-être qu'elle pourrait recommencer. C'était le mensonge qu'elle se répétait chaque soir avant de s'endormir. Julien restait instable. Il envoyait des messages vocaux confus, apparaissait et disparaissait, promettait d'entrer en cure de désintoxication et se rétractait le lendemain. Claire essayait de garder une certaine distance, mais elle ne pouvait pas couper les ponts complètement. Elle se disait qu'elle ne pouvait pas être cruelle, qu'elle était la seule à encore lui tendre la main. Mais la vérité était différente. Elle avait autant besoin de cette connexion que lui. Car perdre Michel l'avait laissé vide, et garder Julien près d'elle, même brisé, lui donnait un but. C'était un cercle vicieux qu'elle faisait passer pour de la générosité, mais elle savait déjà que c'était de l'attachement. Et cet attachement coûtait bien trop cher. La nouvelle que Michel avait définitivement déménagé vint d'un ami commun. Il avait loué un petit appartement près de son travail et s'adaptait bien. Il allait à la salle de sport, dînait avec de vieux amis, prenait soin de sa propre vie. Il n'y avait pas de nouvelles relations, pas de remplacement, juste un homme épuisé qui avait choisi de se protéger. Claire écouta en silence, les yeux fixés sur un point quelconque de la pièce. Pour la première fois, elle comprit qu'il ne reviendrait pas. Qu'elle avait franchi une ligne que lui, peu importe à quel point il l'aimait, refusait de retraverser. Et pourtant, le soir même, Julien envoya un message disant qu'il pensait à reconsommer. Claire répondit, lui dit de tenir bon, qu'il pouvait compter sur elle. Elle appela, écouta sa voix, promit qu'elle serait là. Elle savait qu'elle retombait dans le même schéma. Elle savait qu'elle avait choisi de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé, au prix de la perte de quelqu'un qui n'aurait jamais renoncé à elle. Mais il était trop tard. Et accepter cela était le plus difficile. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Michel. La routine de Claire était devenue un enchevêtrement de silence et de regrets. Elle répondait toujours aux messages de Julien, mais sans le même enthousiasme qu'auparavant. L'absence de Michel rendait tout plus lourd, plus difficile à ignorer. Jusqu'à ce qu'un après-midi ordinaire, Julien se présente à sa porte avec un sac à dos et un sourire qui supposait qu'il était trop proche pour avoir besoin de frapper. Claire fut surprise, mais le laissa entrer. Il dit qu'il avait entendu parler de la séparation, qu'il sentait que c'était le moment pour eux d'être à nouveau ensemble, comme au bon vieux temps. Elle hésita, essaya de dire qu'elle avait besoin de temps, que ce n'était pas le bon moment. Mais quelques mots doux, un long câlin et des promesses d'un nouveau départ suffirent à la faire céder, et il resta comme s'il avait toujours eu sa place ici. Les jours suivants, Julien s'installa complètement. Il réorganisa les vêtements dans le placard, apporta des cartons de vieilles affaires, changea la disposition des meubles sans demander. Claire essaya de voir cela comme un nouveau départ. Après tout, elle avait fait un choix. Maintenant, elle devait l'assumer. Elle publia une photo d'eux souriant sur le canapé, comme si cela validait cette nouvelle phase. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce choix lui coûterait encore plus que tout ce qu'elle avait déjà perdu. Michel, en voyant la photo partagée par un ami commun, soupira simplement. Le divorce était pratiquement finalisé. Il ne restait que les signatures et la paperasse. Il n'y eut aucune surprise. Il s'y attendait depuis le jour où il était parti. Il dit simplement que ce n'était qu'une question de temps. Pas d'amertume, pas de ressentiment, juste la prise de conscience tranquille qu'elle avait vraiment suivi le chemin qu'elle avait choisi. Pour Claire, voir qu'il ne réagissait pas, ne montrait même aucun malaise, provoqua un profond trouble. Mais il était trop tard pour faire marche arrière.
Les premiers jours avec Julien, elle essaya de maintenir une routine. Elle cuisinait, nettoyait la maison, continuait son télétravail, mais le masque commença vite à tomber. Julien passait des journées enfermé dans sa chambre, sortait la nuit pour retrouver des amis et revenait dans un état second. Le sac à dos qu'il avait apporté cachait plus que des vêtements. Il y avait des bouteilles, des petits sachets, des objets que Claire faisait semblant de ne pas voir. Et quand elle demandait ce que c'était, il disait qu'il gérait la situation, qu'il avait des rechutes, mais qu'il irait mieux. Les promesses étaient toujours faites sur le même ton las et convaincant, comme quelqu'un qui sait déjà ce que l'autre veut entendre. Bientôt, Julien commença à se comporter comme s'il était chez lui. Il lui disait où aller, à qui elle pouvait parler, combien de temps elle devait passer au travail. Quand Claire tentait de fixer des limites, il se mettait en colère. Et la colère était toujours déguisée par des gestes agressifs, des portes qui claquent, des objets cassés, des mots blessants. Une nuit, il ramena 2 amis étranges dans le salon et mit la musique à fond. Claire leur demanda de baisser le son. Julien se leva et cria « Cette maison est à nous maintenant. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. » Elle recula, alla dans la chambre, ferma la porte à clé et pleura en silence. À partir de ce moment, tout partit en vrille. Julien commença à se droguer tous les jours. Il se mit à boire avant midi et ne s'arrêtait que lorsqu'il s'effondrait sur le canapé. Il ramenait des inconnus pour passer la nuit, squattait la salle de bain pendant des heures, disparaissait avec des objets de la maison. Claire commença à remarquer des vêtements manquants, des petits bijoux, même le vieux téléphone de secours avait disparu. Le questionner était inutile. Julien ripostait par des cris, des accusations, des menaces de partir, du chantage affectif. Il disait que si elle le mettait dehors, il se tuerait. Qu'elle était la seule personne qui tenait encore à lui. Et elle, acculée, restait. Les humiliations devinrent une routine. Julien l'obligeait à sortir au milieu de la nuit pour acheter de la bière. Elle y allait, effrayée par les disputes, honteuse devant les voisins, en colère contre elle-même. Elle marchait avec son manteau remonté sur le visage, évitait les endroits familiers, mentait à sa sœur en disant que tout était sous contrôle. Quand Lorraine insistait pour lui rendre visite, Claire inventait des excuses, disant qu'elle était malade, qu'elle devait reporter. Elle savait que sa sœur comprendrait tout d'un simple regard. Et elle voulait encore croire qu'elle pouvait arranger les choses, que ce n'était qu'une mauvaise passe. Mais ce qu'elle avait entre les mains n'était plus un problème émotionnel. C'était un abîme. La maison qui fut autrefois un foyer se transforma en zone de guerre. Des odeurs étranges, des matelas jetés dans le salon, des portes sans serrure, un bruit constant la nuit. Claire dormait à peine, mangeait n'importe quoi, n'importe quand, et n'arrivait plus à se concentrer au travail. Ses supérieurs le remarquèrent. Elle reçut des avertissements pour ses retards, pour avoir rendu des dossiers avec des erreurs, pour avoir manqué des échéances. Même le chien des voisins, qui venait jouer au portail, ne se montrait plus. C'était comme si même l'animal sentait le chaos qui s'était installé. Elle ne le disait à personne, mais elle vivait dans la peur. Peur de Julien pendant une crise. Peur de Julien quand il était trop silencieux. Peur de ses amis. Peur de sa propre culpabilité. Si elle se demandait comment elle en était arrivée là, elle n'aurait pas de réponse claire. Elle savait seulement qu'elle avait perdu Michel, perdu la paix, perdu le contrôle, et tout cela pour un sens déformé de l'obligation, pour avoir pensé qu'aider quelqu'un signifiait se détruire soi-même. Mais elle n'avait pas encore pleinement accepté cette conclusion, car Claire était toujours là, dormant à côté de sa propre erreur, attendant qu'il change un jour, tandis que sa propre vie implosait sous ses yeux. Lorraine ne supportait plus de voir sa sœur se faire consumer par cette situation de loin. Depuis que Claire avait commencé à éviter les visites et à inventer des excuses, elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle essaya de parler, d'insister, mais Claire esquivait toujours. Alors, elle prit une décision par elle-même. Pendant des jours, elle gara sa voiture à quelques rues de la maison de sa sœur et observa simplement. Elle nota les heures, les allées et venues, les bruits provenant de la maison. Elle vit des hommes étranges arriver avec des sacs à dos et des canettes de bière à la main. Elle entendit des cris, vit Claire sortir pour acheter des choses au milieu de la nuit, les yeux cernés et les vêtements froissés. Cela lui brisa le cœur. Il était clair que Claire ne vivait pas. Elle survivait. Ne sachant que faire d'autre, Lorraine alla chercher Michel. Elle se rendit à son lieu de travail, demanda à lui parler quelques minutes. Il accepta,
bien que visiblement surpris. Ils s'assirent à un café et elle commença, « Pardonne-moi de venir ici, mais je devais te le dire. » Michel demanda, « Tu as parlé avec elle ?» Lorraine secoua la tête. Elle a arrêté de répondre. Alors, j'ai commencé à surveiller. Je sais que ça semble déplacé, mais Michel, ce qui se passe dans cette maison est dangereux. Il resta silencieux un moment, assimilant ce qu'il entendait. Comment sais-tu tout ça? Lorraine répondit sans ciller, parce que je l'ai vu. J'étais là pendant des heures. Je l'ai vu sortir acheter de la bière. J'ai vu des types étranges aller et venir. Elle est prise en otage par cet homme. Michel prit une profonde inspiration, détourna le regard, puis dit fermement, alors il est temps d'agir. La même semaine, il consulta les documents de la maison. Une partie était encore à son nom, ce qui lui donnait l'autorité légale pour agir. Il parla à 2 avocats et découvrit qu'il pouvait faire intervenir les autorités tant qu'il avait des preuves et des témoins. Il rassembla tout. Et plus encore, il appela les cousins de Claire, des hommes de confiance, proches de leur famille, qui furent indignés en apprenant ce qui se passait. C'est au total, en l'incluant. Ils ne voulaient pas la confrontation, mais ils étaient prêts à protéger Claire par tous les moyens nécessaires. Cela se produisit un vendredi soir. Julien était dans le salon avec 4 amis. Musique à fond, bouteilles éparpillées partout, une forte odeur dans l'air. Claire était enfermée dans sa chambre, essayant de se couper du monde. Quand elle entendit la sonnette, elle ne bougea même pas dehors. Michel se tenait avec 2 policiers, ses cousins et 2 autres amis de la famille. Un des policiers annonça qu'ils avaient des documents légaux prouvant que la propriété partielle du bien appartenait à Michel. Julien essaya de rire, cria que personne n'avait le droit de le mettre dehors. Ses amis, méfiants face à la présence policière, commencèrent discrètement à rassembler leurs affaires. L'un d'eux chuchota, « Mec, allons-y. Ça va mal tourner. » Julien resta, refusa de partir. Il jura, bouscula l'un des cousins de Claire, tenta de claquer la porte, mais les hommes étaient prêts. Personne n'utilisa de violence inutile, mais ils tinrent bon. Michel regarda Julien dans les yeux et dit, « Tu lui as assez pris. Ça se termine aujourd'hui. » Avec les documents en main et l'autorité de la police présente, il n'y avait plus de place pour la résistance. Julien fut escorté dehors avec son sac à dos sur les épaules, exactement comme il était arrivé. Les voisins regardaient de loin, chuchotant entre eux. Claire, en ouvrant la porte de sa chambre et en voyant la scène, fondit en larmes. Cette nuit-là, la maison sembla de nouveau propre, buzeroasti et vie. Claire remercia tout le monde un par un, serra ses cousins dans ses bras, remercia les policiers et se retrouva finalement face à Michel. Elle tremblait, non pas de froid, mais d'épuisement. Quand tout le monde fut parti, elle s'assit sur le canapé et murmura, « J'ai peur de dormir ici. » Michel la regarda et dit, « Va chez Lorraine. Tu as besoin de paix. » Elle y alla, passa la nuit chez sa sœur, dormant dans une chambre d'amis qui ressemblait à un sanctuaire après le chaos dans lequel elle avait vécu. Lorraine laissa une tasse de tisane près du lit et éteignit la lumière. Pour la première fois depuis des mois, Claire dormit toute la nuit. Le lendemain, elle et Michel parlèrent. Assis à la table de la cuisine de Lorraine, ils burent du café en silence avant qu'ils ne disent « Tu dois vendre la maison. Ce n'est plus un foyer, juste un rappel de tout ce que tu as traversé. » Claire acquiesça. Puis, dans un élan soudain de douleur et de nostalgie, elle lui attrapa la main et dit « Je sais que j'ai tout gâché, mais s'il te reste le moindre sentiment, j'aimerais qu'on essaie à nouveau. » Michel resta silencieux. Puis il répondit calmement, sans colère, sans ressentiment, « Je te pardonne, Claire. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut revenir en arrière. Parfois, le pardon est juste un moyen d'avancer sans porter le poids du passé. » Elle hocha simplement la tête. Ça faisait plus mal que s'il avait crié, plus mal que s'il l'avait humilié. Mais c'était aussi la chose la plus vraie qu'elle ait jamais entendue. Le divorce fut finalisé la semaine suivante. La maison se vendit rapidement. Michel prit sa part, Claire la sienne. Il tourna la page, retourna à sa vieille routine. Peut-être plus silencieux, peut-être plus prudent, mais entier. Claire, de son côté, décida de recommencer à zéro. Elle vendit tout ce qui lui rappelait Julien, donna les meubles, dit au revoir à la ville où tout s'était effondré. Elle déménagea dans une ville plus petite où personne ne la connaissait, où elle pouvait marcher dans les rues sans se souvenir de la femme qui avait fait le mauvais choix.
Elle craint toujours que Julien ne réapparaisse, dort avec des serrures renforcées, évite les réseaux sociaux, vérifie 2 fois que la porte est bien fermée. Mais maintenant, elle essaie de vivre, d'apprendre à s'aimer à nouveau et de comprendre que recommencer est parfois le seul acte de courage possible après tant d'erreurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine.